sommes de retour dans cette édition du 2 février 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, il est désormais l'heure de retrouver sur le plateau de TV Finance le Chief Market Analyst d'IG, Alexandre Baradège. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Alexandre, on va revenir avec vous sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, publiée hier, comme convenu, comme attendu, plus 25 points de base. L'évolution ralentit, mais du coup, quand on analyse le discours de Jérôme Powell, eh bien, est-ce qu'il est hawkish ou est-ce qu'il est dovish? Hier, c'était un discours plutôt dovish quand même. Ouais, quand même. Et je dois avouer que moi, je l'attendais plutôt moyennement hawkish. C'est-à-dire, j'attendais effectivement 25 points de base, parce que 50 points de base, c'était pas du tout dans les prix de marché, donc ça aurait créé une secousse un peu trop forte. Et ça, c'est pas l'objectif de la Fed non plus de ramener trop de volatilité sur les marchés. Mais le discours qui accompagne, il est assez, il semble un peu paradoxal, parce que Jérôme Powell, pendant quasiment toute l'interview, dit en gros, on n'est pas raccord avec les marchés. En gros, les marchés pensent que l'inflation baissera plus vite que ne le pense la Fed. Mais il ne dit pas, j'invite les marchés, comme l'a fait Christine Lagarde, à réviser leur jugement, etc. Il ne veut pas repousser les anticipations de marché. Alors, soit c'est qu'il est pas certain effectivement que la Fed ait raison dans ses anticipations, il pense que le marché a raison, donc effectivement il ne va pas contrer le marché. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a quand même rappelé des phrases qu'il avait déjà dites dans des contextes un peu plus hawkish. En gros, les taux vont rester plus élevés plus longtemps, donc attendez-vous en gros un plateau quand même sur les taux. Il a expliqué qu'il y aurait aussi encore quelques hausses de taux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en aura une en mars, c'est déjà intégré par le marché, mais quelques hausses, donc c'est au moins deux hausses. Donc ça veut dire qu'avril, pas de réunion, donc hausse en mai. Et ça, dans les prix de marché aujourd'hui, ça ne figure pas dans les prix de marché. Dans les anticipations, les futures Fed Funds ou autres, on n'a pas ça. Donc c'est un peu paradoxal, parce qu'on peut comprendre que Jérôme Powell se laisse du temps et pour avoir d'autres datas sur l'inflation, effectivement, confirmer que l'inflation est bien en train de ralentir plus fortement encore. Le risque qu'il prend en revanche, c'est que quand il ne veut pas aller contre le marché, même si vous voulez aller un petit peu, on ne dit pas d'y aller trop fortement, mais un petit peu contre le marché, en repoussant un peu les anticipations, le risque c'est quoi? C'est que les conditions financières, il en a beaucoup parlé ça hier notamment, c'est qu'elles se détendent. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il trouve que les conditions financières ont beaucoup anticipé les choses, sont beaucoup tendues. Or, c'est pas le cas depuis maintenant plusieurs mois. Les conditions financières, on rappelle, c'est quoi? C'est un indice qui regroupe la volatilité des marchés actions, obligataires, le niveau de levier de crédit bancaire, etc. Donc c'est plein de data comme ça qui mesurent si les conditions financières sont dures et donc restrictives. Et là, il en est où justement cet indice? Et justement, il est sur un plus bas quasiment depuis février-mars de l'année dernière, donc presque plus bas d'un an. En gros, si vous voulez, tout le raidissement des conditions financières sur l'année dernière, on en a repris la moitié, presque 2/3. Donc c'est là qu'on revient dans des conditions financières qui sont plus souples, bien plus souples qu'il y a quelques mois. Alors, soit effectivement c'est volontaire, c'est recherché par la Fed, parce qu'il ne faut pas être non plus trop fort sur les crédits IMO. On a vu que les taux étaient montés extrêmement fort, donc attention à ça peut-être. Mais le risque qu'il prend, c'est que s'ils se détendent trop fortement, ça risque d'entretenir une inflation, certes, qui ne remontera pas à 9, mais qui n'ira pas tout de suite vers les 2%. Et donc, en fait, il pourrait retarder, pas infléchir, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième bond de l'inflation, mais plus retarder l'atterrissage de l'inflation. Et plus l'inflation persiste, plus ça a un coût pour l'économie. D'ailleurs, on voit que l'économie envoie des signaux assez mitigés, même plutôt faiblards depuis quelques temps. Alors, des signaux complètement faiblards. Ceci étant, il y a quand même une variable qui est très importante, c'est la variable emploi, qui est, alors, dans le même temps, été publié des indicateurs qui... eux aussi sont paradoxaux. C'est-à-dire que d'un côté, on a des créations d'emplois qui ralentissent fortement, qui sont bien en deçà de ce que le consensus attendait, et on a un nombre d'emplois vacants en hausse. Du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, c'est vrai que le chiffre d'hier, je pense qu'il a pas en trompe-l'œil, et c'est un peu comme ça que l'a expliqué ADP d'ailleurs. On rappelle, ADP, c'est une entreprise qui gère tout ce qui est paye, etc., donc externalisé par les entreprises. Donc, ils ont une bonne vision du marché du travail, et leur chiffre, un chiffre qui vient un petit peu en amont de la partie NFP, mais on sait qu'il y a quand même quelques divergences qui arrivent assez régulièrement sur la partie NFP ADP. Et ADP a dit quoi? Le chiffre, effectivement, c'est 106 000, donc bien plus faible qu'attendu, mais ADP dit attention, nous on prend notre mesure sur une semaine de référence, et sur cette semaine-là, il y a eu quand même des éléments liés à l'emploi, aux conditions climatiques. Voilà. C'est ça, conditions climatiques. Et ADP dit oui, mais les autres semaines par contre, on a eu un emploi qui était, les autres semaines ressemblaient plutôt à la dynamique qu'on avait fin 2022. Donc je pense que l'emploi reste très tendu, et c'est ça que montrent les JOLTS. Les JOLTS, donc c'est ces emplois vacants qui remontent au-delà de 11 millions, un taux de chômage qui reste faible également, les inscriptions hebdomadaires au chômage aussi, on verra aujourd'hui ce qu'il en est, mais les dernières publications sont très bonnes en fait. En fait, 200 000, voilà. Donc ça, c'est un élément qui ne joue pas dans le sens de Powell pour l'instant. C'est-à-dire que ces conditions d'emploi, tant mieux, ça préserve l'emploi, mais ça veut dire aussi que les
les employeurs sont susceptibles d'augmenter les salaires, exactement. En fait, en réalité, du coup... Voilà, hier, Powell, il dit qu'il ne craint pas la spirale, enfin, il dit qu'il ne voit pas pour l'instant de signaux de spirale salaire-prix, mais le jour où on la voit, c'est trop tard. Donc, oui, ça, c'est pareil, c'est ce genre de truc, donc, quand le marché entend ça, il se dit, bon, effectivement, il n'y a pas de spirale, mais on n'est pas non plus sur des hausses de salaire de 2%, on est toujours à des rythmes de croisière de 4, 4,5% sur les salaires, donc c'est pas non plus des conditions parfaitement, sereines pour s'assurer que l'inflation baisse assez vers les 2%. C'est ça, mais ça reste en dessous de l'inflation calculée. Oui, donc ça veut dire que là, si en plus l'inflation baisse et que les salaires restent bons, votre pouvoir d'achat réel s'accroît un petit peu. Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, si le pouvoir d'achat réel s'accroît un petit peu, est-ce que ça ne va pas du coup à nouveau entretenir cette demande un petit peu forte? Les derniers chiffres nous montrent que les ventes au détail ont quand même bien baissé. Mais la question, c'est encore une fois le rythme de la Fed par rapport à l'inflation. Est-ce que la Fed veut aller le plus vite possible à 2%? S'il y avait le plus vite possible, ce qu'elle a dit hier ne va pas aider. Donc, ou alors est-ce qu'elle ne veut pas aller trop vite? Et ça, c'est autre chose. Mais il m'avait semblé, Paul avait dit, il faut taper vite et fort. En gros, il faut aller le plus vite possible à 2%. Ce qu'on a vu hier, je trouve, et ça ne va pas dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être des correctifs, un peu de rhétorique de certains speakers qui viendront un petit peu faire le service après-vente derrière? Peut-être qu'il faut s'attendre un peu à ça via les Bullards et autres faucons de la Fed. D'accord, ok, effectivement, on sera attentif à ça. Du coup, est-ce que malgré tout, ce discours est porteur pour les marchés américains? Oui. La question aujourd'hui, c'est pas tellement, pour moi, le pic inflation a été vu, donc les points bas sur la plupart des gros indices américains, je pense qu'on l'a vu. La question, c'est plus, est-ce que ce que l'on a vu hier de Powell, c'est vraiment le top départ d'un risk-on à nouveau sur le Nasdaq, sur les valeurs vraiment sensibles au taux? Moi, je pense qu'un investisseur, oui, il doit revenir sur des Apple, des Amazon qui avaient déjà beaucoup baissé, qui ont déjà bien rebondi aussi. Du Meta, voilà, il est encore temps d'y aller. Le Nasdaq a encore plus de 20-25% sous ses sommets, donc il y a encore de quoi récupérer. Le seul risque que l'on peut avoir dans la phase actuelle, c'est que si Powell a été un peu trop souple et que certains membres de la Fed font le service après-vente, ou que les données montrent à Powell, attention, ne pas baisser la garde tout de suite, c'est qu'en fait le Nasdaq, sur le rebond qu'on a eu, on réintègre en fait un peu la zone basse 10 000, 12 000 et qu'on reste un peu plus longtemps là-dedans. Donc c'est plus un risque de consolidation qu'on peut avoir aujourd'hui, ou de réaccélération du marché, mais le risque d'une rechute avec une volatilité qui va à 30 ou 40, je ne vois pas dans quel contexte nous aurions ça aujourd'hui. Il n'y a pas les éléments macro pour ça. Ok, il n'y a pas les éléments macro ni micro d'ailleurs, puisqu'ils sont tout embarqués dans des réductions d'effectifs, des réductions de charges opérationnelles qui devraient dégager des marges à la hausse. On va basculer du coup sur la BCE, qui communique sur sa politique monétaire tout à l'heure à 14h15. Christine Lagarde, son discours attendu à 14h45. Le marché price 50 points de base de hausse. Et l'inflation baisse en même temps en Europe. Du coup, ça y est, Lagarde, la BCE recouvre un peu de crédibilité. Alors oui, après on sait qu'il y a une partie de l'inflation qui n'est pas de son ressort. Il y a une partie de l'inflation qu'elle est alimentée comme toutes les banques centrales de la planète avec de la liquidité. Et puis une inflation, on a vu sur toutes les grosses publications début d'année d'inflation, même toute l'année dernière, c'était énormément tiré par l'énergie, l'alimentaire ou autre. Donc ça, là-dessus, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais là où il me semble qu'elle ne doit pas baisser la garde, c'est sur la question de l'inflation corps. On l'a vu sur la dernière publication. L'inflation globale était effectivement à 8,5, donc c'est mieux. On attendait à 9, donc c'est bien mieux. La partie corps, en revanche, elle est stable. Voilà. Donc elle n'a pas grimpé, elle n'a pas baissé, mais elle est stable. Et c'est cette partie corps, justement, qui doit être la plus surveillée par les banques centrales. Justement, elle est hors alimentation et hors énergie. Et si celle-ci peine à diminuer, ça veut dire qu'effectivement, le chemin n'est pas terminé. Donc il y aura 50 points de base là tout à l'heure, ça c'est une certitude. C'est sûr. 75, on le met de côté, c'est encore un choc trop important. Ce ne serait pas intéressant pour la BCE de faire ça tout de suite. Par contre, la certitude, c'est quid au mois de mars. C'est plutôt ça l'enjeu pour aujourd'hui. Est-ce qu'au mois de mars, je vous la porte pour un 50 points de base et encore d'autres hausses derrière éventuellement, ou est-ce qu'au contraire, je fais un peu comme Powell, une hausse là, et puis derrière, oui, il y aura d'autres hausses, mais avec une rhétorique un peu plus souple. Moi, je trouve que la BCE a quand même moins de marge de manœuvre que la Fed de ce côté-là, parce qu'elle peut pas, pour eux, il y a un bilan quand même, 5-6 mois consécutifs de baisse de l'inflation. La BCE, c'est quoi, 2 mois de baisse de l'inflation, 2 mois, peut-être 3, je sais plus, mais c'est moins, le track record est moins bon, et puis il y a toujours la menace géopolitique qui règne, même si la partie gaz, pétrole est revenue sur les niveaux. Ça semble s'être calmé quand même en réalité. La crise énergétique dont tout le monde parlait, et comme un loup féroce, finalement, semble ne pas être pour 2023, plutôt pour fin 2023 éventuellement, mais ça, bon, on verra. On vous parlait, Alexandre, de la BCE, des résultats d'entreprise. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut caractériser la publication des résultats d'entreprise de plutôt solide ou au contraire mitigée? Non, alors, il y a à peu près 2 tiers des entreprises qui publient, notamment côté US, où les résultats sont supérieurs aux attentes. Donc c'est un peu en dessous quand même des moyennes observées sur les 10 dernières années. On est un petit peu en dessous, on est sur le niveau en gros, des publications de 2020 en termes de satisfaction par rapport au consensus. Donc on peut dire que c'est un très bon cru. On voit bien qu'en plus, en year-to-year, quand vous regardez le T4 2022 versus T4 2021, on voit que les résultats baissent. Et là,
c'est la caractéristique de ces résultats de cette saison. C'est qu'on a des chiffres d'affaires qui progressent, mais des bénéfices qui baissent, notamment côté US. Et ça, l'interprétation, elle est assez facile. C'est-à-dire qu'en gros, on a monté les prix parce qu'il y a de l'inflation, etc. Mais derrière, on a des intrants, des coûts salariaux qui ont augmenté, et du coup, ça impacte nos bénéfices. Donc, et les guidances sont, on va dire, je ne dis pas, elles sont pas archi prudentes ni archi optimistes, elles sont vraiment quelque chose assez médian sur l'année où on n'a pas d'inquiétude massive, mais ça va être optimiste. Et donc c'est cette espèce d'un peu d'entre-deux, de sentiment dans lequel on va devoir naviguer, mais qui selon moi, si on prend des indices comme le Dow Jones par exemple, doit pas nous ramener tout de suite sur les sommets parce qu'il y a des thématiques quand même très croissance, pas valeur croissance, thématiques sur la croissance mondiale. À quelle vitesse repart la Chine? L'économie européenne, américaine, les derniers signaux montrent plutôt un fléchissement de la croissance. Ça, normalement, le rallye qui était joué depuis 4 mois sur ce thème de la réouverture de la Chine, normalement doit, et pour l'instant le marché ne me donne pas raison, mais doit digérer un peu. Je ne serais pas étonné qu'on ait un Dow Jones qui relâche 4, 5, 6, 7%, ce ne serait pas surprenant dans le contexte macro. Il ne le fera pas si effectivement les banquiers centraux déroulent un tapis plutôt accommodant. Ouais, c'est ça, c'est très clair. Du coup, alors, deux choses extrêmement intéressantes dans ce que vous nous dites. Globalement, vous pensez que... Alors aujourd'hui, les thèmes centraux pour 2023, c'est la croissance et c'est plus l'inflation en réalité. Et du coup, est-ce qu'on peut estimer, est-ce que comme d'autres économistes, comme d'autres observateurs et analystes, vous pensez que la récession pour 2022, l'Europe et le monde devraient peut-être y échapper? Oui, moi ça j'y crois. Je pense que en fait, c'est l'année où il faut pas avoir de scénario braqué. C'est-à-dire que penser que c'est le scénario qui était le cas il y a quelques mois, de penser que la récession serait terrible, c'est pas le cas. Penser par contre, et ça c'est peut-être un peu l'erreur à trop court terme, penser en revanche qu'on aura une année formidable qui s'ouvre devant nous. On voit bien que c'est pas de récession, mais si vous avez un T1 par exemple qui est contracté, puis un T2 qui n'est pas contracté, puis un T3 qui l'est, vous oscillez autour du zéro en fait. Donc c'est une année un peu plane. Et donc voilà, on peut effectivement se satisfaire d'un scénario moins noir que ce que le marché pricé il y a encore quelques mois, mais attention de ne pas virer dans une euphorie non plus, où il n'y a pas de raison aujourd'hui d'imaginer que la croissance puisse repartir fortement. Les États vont faire des efforts budgétaires parce que les taux d'intérêt grimpent, et parce que c'est la fin du quoi qu'il en coûte après tout ce qui s'est passé post-Covid ou autre. Donc les États n'ont plus de ressources pour favoriser les chèques aux ménages, les aides, etc. Les banques centrales ne pivotent pas tout de suite. Le marché il vient dans l'anticipation, mais les taux vont monter quelque temps, puis plafonner, et seulement peut-être fin d'année, on verra. Donc ça, c'est pas un contexte très favorable à une détente de la consommation. Total, oui, voilà. C'est ça, d'autant plus que les Américains ont consommé leur bas de laine, construit pendant le Covid. Du coup, s'ils ne peuvent pas emprunter en parallèle, du coup, la consommation devrait rester un peu en berne. Ils empruntent, mais justement, c'est ça aussi qu'il faut surveiller, c'est que la capacité d'emprunt va être un peu limitée à un moment donné par le risque que cela fait courir aux banques. On va voir que les banques ont augmenté un peu les provisions par rapport à ce risque crédit, donc moins d'épargne, des taux d'épargne qui commencent à réaugmenter un petit peu, moins de consommation. Le vrai thème, effectivement, pour le T1, T2, ça va être quid de la petite consommation, et donc pour les entreprises aussi, quid de cette capacité à monter les prix. S'il y a moins de consommation, elles ne peuvent plus, a priori, le pricing power est complètement épuisé. C'est plus un thème pour cette année. C'est plus un thème pour cette année parce qu'il y a effectivement toujours une inflation qui est là, des consommateurs qui sont un petit peu usés par cette inflation, moins de pouvoir budgétaire, fiscal pour soutenir tout ça, et puis un environnement où l'inflation, même si elle baisse, c'est quand même même si on est encore on est retombé à 6,5 ou à 8,5, 6,5 aux États-Unis et 8,5 en Europe, même si après c'est 8, 7,5, ça reste des niveaux encore très très élevés et les salaires en Europe ne suivent pas tout ça. Donc il y a forcément une érosion du consommateur à attendre. Vous avez parlé de la réouverture de la Chine en ce moment. On sait que Washington déclare la guerre. Et la guerre commerciale avec Pékin a toujours été en cours, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais il y a eu une nouvelle bataille récemment, puisque Washington a interdit à ses entreprises, aux entreprises américaines, d'exporter des semi-conducteurs vers Huawei. Et ce qui annonce totalement, finalement, une poursuite de cette confrontation. Est-ce que ça va avoir un impact sur les valeurs semi-conductrices, sur les valeurs technologiques Je pense pas. Non, je pense que le gros de la bataille États-Unis-Chine, en tout cas le gros, celle qui fait peur au marché, avec en plus la géopolitique derrière, avec en plus les banques centrales qui montent les taux, c'est quand même plutôt un thème ça de l'année dernière et un peu avant. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement il y a toujours un enjeu qui sera un enjeu, une ligne rouge en fait de dominance américaine qui ne veut pas laisser sa place à la Chine sur l'aspect technologique. Donc ça va continuer comme ça, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est la réouverture diplomatique qu'on a eue après le G20, après la réunion du Parti communiste chinois, donc c'était octobre. Et l'impulsion elle reste quand même là-dessus. Donc je pense qu'il y a peut-être effectivement des intérêts un peu géopolitiques américains. En gros, dire à la Chine, sans le dire, en gros, vous soutenez un peu trop la Russie, vous achetez un peu trop leurs matières premières, etc. Ça limite un peu le scope des sanctions qu'on prend contre ce pays. Donc il est possible que les États-Unis mêlent un peu les deux, c'est-à-dire l'intérêt stratégique tech, et puis en faisant un peu pression, sans trop le dire, mais on vous bride aussi l'accès à certains produits parce qu'on n'aime pas trop, que vous soutenez un peu trop la Russie. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on retourne à l'époque Trump, où il y a vraiment une espèce de hausse droit de douane ou autre, même ce serait plutôt l'inverse, parce que le droit de douane, c'est aussi un peu inflationniste. Je pense que ce n'est pas un thème, et je pense que justement, les semi-conducteurs qui ont beaucoup baissé, vous parlez
parlait de ça à l'instant, les Nvidia, les Qualcomm ou autres, ça s'est fait massacrer l'année dernière. C'est des moins 60, moins 70% sur l'indice SOX, des semi-conducteurs. Il a bien commencé à rebondir cet indice depuis quelques temps. Attention de ne pas être trop confiant non plus, mais je pense que c'est un indice qu'il faut acheter actuellement, et même s'il retrace encore de 10-15%, il faut encore plus l'acheter parce que je pense que les points bas ont été faits sur les semi-conducteurs. Donc ça c'est une bonne thématique pour les 12-18 mois qui arrivent. Ok, très clair. Merci beaucoup Alexandre. Une dernière question avant de vous laisser filer. Hier, l'OPEP s'est réuni, finalement confirmé la réduction de sa production estimée, prévue en octobre dernier, je crois. Voilà, donc ils ont parlé d'à peu près 2 millions. Alors on sait dans les faits, c'est plutôt de l'ordre de 1 million sur le terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de surenchère. On aurait pu craindre effectivement avec le pétrole qui a vraiment du mal. On voit toute l'énergie, c'est un thème qui est plutôt orienté à la baisse ces derniers temps. On aurait pu penser que l'OPEP, à un moment donné, remettre une pièce dans la machine on va encore baisser parce que la demande mondiale est faible, ce qui est vrai, il y a un vrai ralentissement mondial actuellement. Ils ne l'ont pas fait. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça évite du coup d'avoir un pétrole trop volatile. Et puis ça peut rendre ça aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on sait qu'il y a toujours ces tensions entre Biden et le président, enfin MBS, donc l'Arabie Saoudite. Il y a eu des tensions en tout cas, ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Chine également. Là, le fait de voir l'OPEP plus, qui ne va pas vers un durcissement, on va baisser encore plus, etc. On sait que les États-Unis ont besoin d'un pétrole moins cher pour faire leur stock stratégique. Est-ce qu'il faut y avoir là peut-être un geste de bonne volonté de l'OPEP pour que le pétrole ne monte pas au-delà de 80-90 $, avec une demande mondiale qui faiblit? Moi, je verrais un peu ça comme ça pour l'instant. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal d'un point de vue des liens entre les États-Unis et l'OPEP. Et puis ça permettra effectivement, c'est pour ça qu'on n'était pas du tout aussi pétrole, parce que quand les États-Unis veulent quelque chose, ils l'obtiennent d'une manière ou d'une autre. Donc s'ils disent on doit refaire les stocks à 70 ou vers les 70, vouloir jouer un pétrole à 100, 150 $, ça paraît être un peu contre-intuitif. Donc voilà, pour l'instant, les cours nous donnent raison, tant mieux. Et moi, j'aimerais que ça baisse encore un petit peu, c'est bien pour l'inflation, et ça permettra à tout le monde, même aux consommateurs, d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente un petit peu. C'est aussi un intérêt politique d'avoir un pétrole qui reste dans ces zones de prix. Ok, 70-75 $ pour le WTI. En gros, globalement, c'est la fourchette que vous estimez, que vous anticipez. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Chief Market Analyst chez IG et que vous revenez quand vous voulez. Du coup, avec plaisir. Merci beaucoup. Nous on marque une rapide courte page depuis et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.